Gérard le tailleur qu'on avait déjà reçu, hein, on va parler, si Paris m'était compté aussi, hein, chez Valzac, un bistrot, les cafés historiques, quelques bonnes anecdotes, comme vous savez les compter. Je vous remercie. Hein, voilà, frère Thierry. On va continuer notre émission. On avait évoqué quelques grands bistrots parisiens depuis le Moyen-Âge, bien que le bistrot n'existait pas à l'époque, c'était des échoppes. C'était des échoppes, c'était des estaminets, c'était des tavernes. Ça se perd un peu dans la nuit des temps parce que on n'a aucune trace, mais je veux bien croire qu'à une certaine époque, à l'époque des Sénonais, c'est la première tribu gauloise qui était sur l'île Saint-Louis, il devait très certainement y avoir des établissements où on échangeait des cervoises contre quelques sesterces, très certainement, mais ça malheureusement on n'a aucune trace. On aurait pu en avoir avec à la guerre des Gaules de César, parce qu'il est assez explicite, mais là il ne parle de rien. En revanche, ce que l'on sait, c'est que grâce aux Romains, la France s'est mis à exploiter des vignobles un peu partout, puisque ce sont les Romains qui ont planté les vignes partout, et Paris est devenu au XIVe, XVe siècle, je crois, la ville qui produisait le plus de vin en Europe. Même au-delà de Trieste ça dépassait même ce qui était produit à Bordeaux. C'était étonnant. Il y avait partout des vignobles à Paris. Et on parlera notamment du 15e arrondissement tout à l'heure, là, avec le café dont j'ai écrit l'histoire, là, chez Valzac. Mais tout autour, il y avait le clos des Périchots, le clos des Morillons. Alors le mot clos, ça rappelle aussi le fait qu'à l'époque, ils avaient peur de se faire voler les raisins, donc tout était enclos, voilà. C'est tout simple. Donc on produisait partout du vin, et les moines aussi en produisaient beaucoup, parce que les gens qui se déplaçaient, souvent, allaient quérir... Avec l'excuse du vin de messe, quoi. Avec oui, le vin de Dieu, là. Or, à Paris... que d'avis. Mais absolument, oui, tout à fait. D'ailleurs, tout appartenait pratiquement le 15e, j'en reviens à ça parce que j'ai fait un livre il n'y a pas très longtemps donc sur le 15e arrondissement à travers ce livre chez Valzac, mais le prieur de Saint-Germain-des-Prés, d'ailleurs, qui s'appelait Girard de Moret, gérait toutes ces terres, ces plaines d'ailleurs, qui forment le 15e arrondissement aujourd'hui. D'ailleurs, l'anecdote veut que son nom c'était Girard de Moret, et il a voulu construire une maison de repos pour les ecclésiastiques, donc au XIIIe siècle, et ils ne savaient pas comment appeler le lieu, donc ils l'ont appelé le Val Girard, pour Girard de Moret, le Val Girard, qui par altération est devenu Vaugirard. C'est une des explications de ces noms qui sont restés, bien entendu. Donc on quitte un peu les estaminets, les tavernes. On arrive en fait, si on se penche sur l'histoire des cafés de Paris, à la fin du XVIIe siècle, parce que je crois que c'est le moment le plus important, c'est-à-dire le moment où, à la cour de Louis XIV, on va découvrir le café en tant que breuvage. Hein, c'est l'ambassadeur de la Porte Sublime en 1669 qui arrive, qui fait découvrir ça à Louis XIV, qui trouve ça trop amer, trop cher, à 40 francs la livre. Il veut pas, mais il n'en achetait même pas, il voulait même pas en acheter pour ses invités à Marly. Mais peu importe, ce que l'on retient de tout cela, c'est qu'à la cour, il y avait deux Arméniens, Audubon et Pascal, qui se sont dit, il y a très certainement de l'argent à gagner avec ça, avec ce café. On va essayer de faire découvrir le café aux Parisiens. Alors ils ont loué ce qu'on appelait à l'époque une loge, c'est-à-dire un emplacement à Paris, à la foire d'ailleurs Saint-Germain, qui était la plus grande foire d'Europe depuis le XIIe siècle. Donc ils louent cet emplacement, ils vont transformer cet emplacement en café à la mode des cafés de Constantinople. Ils vont se déguiser en turc. D'ailleurs, c'est l'époque où Molière tournait en ridicule les turqueries avec ses pantalons bouffants, ses chapeaux d'un mètre de haut, etc. Et ces deux Arméniens se déguisent en turcs, mais le tout Paris se précipite pour goûter le café. Le succès est total. Et ils vont faire appel à un petit marchand ambulant qui vient de Sicile, qui commence déjà
qui commençait à vendre des tasses de café, à les proposer aux personnes qui habitaient dans les hôtels particuliers à Paris autour de Saint-Sulpice d'ailleurs. Et il s'appelle Procopio del Coltelli, il va transformer son nom, il va franciser son nom, ça va devenir François Procope. Et ce fameux Procope, donc, va aider les deux Arméniens. Et au terme de cette exposition, donc de cette foire, ils décident tous les trois d'ouvrir un café. Alors d'abord rue de Tournon, succès énorme, il leur faut un endroit plus grand. Et là, ils vont rue des Fossés Saint-Germain. Ils vont acheter le fonds d'un étuviste, c'est-à-dire c'est des bains-douches de l'époque. Alors les gens du quartier sont très heureux parce que les étuves, certes, montraient que les gens aimaient finalement prendre des bains, et chez eux, bien sûr, il n'y avait pas la possibilité de le faire. Donc il y avait pas mal d'étuves dans Paris, mais aussi malheureusement les étuves pour le voisinage, c'était pas très bien vu parce qu'il y avait beaucoup de prostitution autour. Donc de savoir qu'à la place de ces étuves, un café, c'est-à-dire un établissement extrêmement bien tenu et décoré de manière très ostentatoire, comme on n'a qu'à voir le Procope aujourd'hui, puisque je suis en train de parler de ce lieu, ça n'a pas changé, c'est tout à fait exceptionnel. Et donc il s'installe là. Et en face, il faut aussi de la chance quand on est dans les affaires, eh bien les jansénistes chassaient les comédiens, et personne ne voulait donc des comédiens, mais les comédiens réussissent à trouver un endroit, c'était un jeu de paume, qui appartenait à un sieur de l'Étoile, et ce jeu de paume, donc, ils vont grâce à Louis XIV qui finance l'opération, transformer ce jeu de paume en théâtre. Ce qui fait que Procope récupère toute la clientèle de la comédie française de l'époque. Ça a commencé comme ça, en fait. Et à la mort de Louis XIV, donc en 1715, il y aura déjà 300 cafés dans l'esprit de Procope. Pour vous dire le succès que ça a rencontré, notamment le café de la Régence, où les philosophes Diderot, d'Alembert, Rousseau et compagnie allaient jouer aux échecs. Alors chez Procope, en revanche, je préfère dire chez Procope parce qu'on est vraiment chez quelqu'un, eh bien on a vu naître d'abord des œuvres littéraires de grande qualité. On a vu apparaître aussi des personnages comme Voltaire, comme Diderot, comme d'Alembert, comme le journaliste Fréron et combien d'autres. Et surtout un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Alexis Piron, qui a écrit des pièces comme la Métromanie, jouées encore davantage que les pièces de Molière. Enfin, il avait un succès fou, et il avait en plus un esprit étonnant. Je sais pas, j'avais raconté peut-être l'anecdote la dernière fois, mais elle est très drôle. Bon, il avait écrit beaucoup de livres licenciés aussi, donc c'était un homme qui aimait la vie, c'était un épicurien, et il habitait à côté des allées du Palais Royal, donc ce qui fait que il avait un peu plus de 80 ans au moment où, c'est l'anecdote que je vais vous raconter, c'est produit. Il voyait très mal, hein, il était en train de devenir aveugle, et une de ses nièces vient le voir, dit: oh, mon oncle, il fait beau aujourd'hui, si vous voulez, on va aller faire un tour dans les allées du Palais Royal. Alors Piron dit: ben oui, avec grand plaisir. Donc il s'habille, mais il s'habille pas très très bien avec les vêtements de l'époque, et une partie de son anatomie reste visible, mais il ne s'en rend pas compte. Bon, ni la nièce, et les voilà bras dessous en train de refaire le monde et de philosopher, jusqu'au moment où des enfants voient passer ce couple étrange, et ils éclatent de rire. Alors la nièce baisse les yeux, elle s'aperçoit de ce qui se passe. Je vous en prie, mon oncle, cachez votre histoire. Et le mot merveilleux de Piron, vous savez, ma chère, il y a belle lurette que cette histoire n'est plus qu'une fable. C'était la manière de parler au XVIIIe siècle. Ouais. Donc c'est un homme plein d'esprit, et ce genre d'anecdotes nous sont restées à travers le fait que elles furent racontées d'une table à l'autre par toutes ces personnes qui fréquentaient ces lieux. Donc on peut dire, si vous voulez, que Paris, certains quartiers de Paris ont été particulièrement marqués par les cafés. Là, je parle de Procope, on est pratiquement à Saint-Germain-des-Prés, si vous voulez. Ouais. Et on a aussi... Et on a aussi, comment dirais-je, Montparnasse, qui s'est également développé au fil du temps. Et puis aussi, en marge, encore un peu avant, c'est Montmartre. Alors pourquoi Montmartre? Parce que c'est un lieu où qui était, si vous voulez, en dehors des octrois, où on payait le vin beaucoup moins cher.
ou tous les mois, les habitants donc de ce genre d'endroit le payaient. Il n'y avait pas de taxes en fait. Donc tous les gens allaient à Montmartre consommer du vin. Et c'est pour ça qu'il y avait, je sais combien, il y avait un nombre à chaque maison montmartroise, quelque part il y avait une buvette où il y avait quelque chose. Ouais. Alors ça c'est donc ça n'est pas resté uniquement des buvettes ou des cafés, ça s'est souvent transformé en cabaret aussi, en cabaret spectacle. Alors là on peut remonter un petit peu le cours du temps. Mais les premiers grands cabarets montmartrois, c'est-à-dire on va dire l'époque du Chat Noir, un peu donc à la fin du 19e siècle, se sont développés autour de cela. Mais là aussi, il fallait un coup de chance, c'est que celui qui a créé le Chat Noir s'appelait Rodolphe Salis, et il était peintre, il avait fait les Beaux-Arts, et il adorait la peinture classique, il adorait les grands artistes, Michel-Ange, il adorait vraiment ce qui était très beau, ce qui nous fait encore vibrer bien sûr aujourd'hui. Et il était dans son atelier et il rencontre un jour un personnage absolument invraisemblable qui s'appelait Émile Goudot. Émile Goudot, il créait des associations d'artistes, d'auteurs, notamment il avait autour de lui des personnalités comme Paul Verlaine, enfin des gens extrêmement connus, et ils se réunissaient dans des cafés dans le 5e arrondissement. Mais c'était, il manquait de place, il n'y avait pas assez de place pour accueillir tous ses amis. Alors il avait une association qui était extraordinaire, et le nom c'était les hydropathes, c'est-à-dire ceux que l'eau rend malade. Vous voyez, ça vous donne une idée. Et ce Goudot, il s'appelait Goudot en plus, vous voyez, cet Émile Goudot, il va voir donc Salis, et ils décident tous les deux de transformer l'atelier qui était boulevard de Rochechouart en cabaret. D'où la naissance du Chat Noir, et puis par la suite, donc, Bruant viendra y interpréter des chansons avant d'investir lui-même et de redévelopper le Lapin Agile, enfin d'autres grands cabarets. Mais Montmartre s'est surtout fait connaître aussi par les peintres à la fin du 19e siècle, les peintres qui ont habité sur la butte Montmartre. Et un peu avant la Première Guerre mondiale, ils ont décidé de descendre vers Montparnasse, et après la Seconde Guerre mondiale, donc c'était Montparnasse, le centre, c'était très attractif pour le monde de ces jeunes peintres-là, et ça tournait autour du Dôme, de la Coupole, de la Rotonde, enfin de toutes ces grandes brasseries qui sont encore bien sûr présentes aujourd'hui. Voilà, il y a eu des... Alors on peut revenir sur certains passages, parce que là je suis passé pratiquement des Romains au 19e siècle, mais il s'en est passé beaucoup. Il y a eu des grands moments. Le 19e aussi, je parlais de Montmartre, il y a aussi un moment important, c'est 1814. Pourquoi 1814 ? Parce que bien sûr c'est la chute en réalité de Napoléon, c'est le moment où les Cosaques arrivent à Montmartre. Et à Montmartre, ils ont soif. Alors ils sont et en russe, bistrot, vite, ils rentraient pour boire. Et le café est devenu bistrot. Voilà, et le mot est resté, si vous voulez, voilà. Avec deux orthographes possibles. Vous avez parfaitement raison, frère. Oui, c'est avec, vous sentez, voilà, c'est dans les deux. D'où le mot bistrotier aussi, parce que bon, il y a la bistrotière, le bistrotier, etc. Alors c'est une des explications qui, à mon avis, est la plus logique. Il y en a une autre aussi, comme ces lieux étaient fréquentés beaucoup par une clientèle qui fumait, fumait la pipe notamment, les fumées, venaient mourir sur les murs et se confondaient avec la couleur. J'ai une espèce de couleur bistre. D'où peut-être le mot bistrot, peut-être bon, alors, vous savez. Et pourquoi pas aussi, on m'a dit quand j'ai écrit mon livre, mais il faut pas oublier que dans le Nord, un café allongé d'un petit alcool local, etc., ça s'appelle une bistouille ou un bistouille, vraiment. Et la bistouille, donc, c'est un bistouille, bistrot, pourquoi pas. Il y a beaucoup d'origines possibles, mais je crois que la plus probable est celle qu'on a. Elle est russe, ouais. Elle est russe. Donc, alors on peut revenir aussi un petit peu avant, parce que le grand tournant, donc c'est la fin du XVIIe, le début du XVIIIe, et c'est toujours lié à des moments d'histoire importants, parce que le fait de permettre à
à ces artistes dont j'ai parlé tout à l'heure, les philosophes notamment, de pouvoir discuter librement dans un lieu public, à aider le développement de certaines idées. Même, il faut imaginer Diderot d'Alembert à une table du Procope, se dire, et si on faisait une encyclopédie, parce que elle est née comme ça, l'encyclopédie Diderot d'Alembert. Et puis tous les libres penseurs qui étaient là aussi, qui voulaient refaire le monde, les Marat et compagnie, qui écrivaient pendant la Révolution, je veux dire, bon, je vais avoir un mot un peu méchant parce que c'est pas ma tasse de thé, si vous voulez, Marat. En revanche, l'imprimeur était de l'autre côté de la cour, et il y avait une petite cloche au Procope. Donc il sonnait sa cloche et l'imprimeur se précipitait pour récupérer la feuille de l'Ami du peuple, comme ça s'appelait à l'époque, hein, et il montait ça en caractère mobile, fondu à neuf tout de suite, là, et ça repartait donc immédiatement à la diffusion. Donc il y avait beaucoup de vie en fait, hein, dans tous ces domaines-là. Oui, ces bistrots fonctionnaient en quelque sorte de pair avec les salons. Mais oui, mais c'est exactement voilà. Et on avait à peu près le même public. Voilà, oui. À peu près le même public. Ouais. Et il y avait notamment une femme qui s'appelait Madame Geoffray, qui avait un salon très très connu au 18e, et son mari évitait d'y aller parce que ça le barbait beaucoup de recevoir comme ça. Bon, ces gens un peu dans l'esprit des femmes savantes de Molière un peu. Bon. Alors il préférait aller au Procope. Et il y avait un plaisantin, parce que c'était un homme très gentil, et il lui prêtait toujours le même livre, c'était le tome 1 des voyages du père Labatte. Et alors, et gentiment, il récupérait le livre, et puis bon, il le connaissait, donc il ne le relisait pas. Puis un jour, le plaisant lui dit: alors, monsieur, ça va, est-ce que vous avez apprécié l'ouvrage que je vous ai apporté? Il a dit: ah oui, mais vous savez, je pense que l'auteur se répète un peu. C'était le genre de... Ils avaient toujours envie de rire, il y avait toujours un mot drôle, c'est à la clé. Bien sûr. C'était de brillants esprits, hein, donc on ne peut que de temps en temps retrouver l'éclat de ces mots d'esprit, de ces anecdotes, et qui sont encore aujourd'hui d'ailleurs dans nos cafés. Mais bon, pour moi vraiment la fin un petit peu des cafés, c'est la fin du XXe siècle un peu. Ouais. Alors il y a autre chose maintenant. Bon, il y a des cafés philo, il y a des jeunes qui essayent de perpétuer cette tradition. Je souhaite de tout cœur de réussir. C'est très difficile. Aujourd'hui, on voit plutôt les jeunes boire dans la rue sur les pelouses. Oui, c'est vrai, c'est pas très le Champ de Mars le vendredi soir, ou au Pont des Arts. J'étais surpris, vous voyez une foule de jeunes assis par terre, en train de boire des bières. Ah c'est vrai, non mais c'est même bon. Oui. Une triste image qu'on offre à l'étranger aussi, parce qu'il y a beaucoup de touristes en permanence qui eux-mêmes se comportent quelque chose de la même manière. Aussi que notre pays s'appauvrit. Oui. Ah, c'est certain, oui. Mais mon Dieu, là, je crois que malheureusement c'est un signe des temps, là, c'est pas spécialement lié à la France. Peut-être c'est aussi lié peut-être au développement des sciences et techniques, quelque part. Ça va tellement vite. Les gens se perdent facilement, et puis se raccrochent, justement, on les voit tous dans les transports avec des portables, des choses en train de faire je ne sais trop quoi, ou des jeux, etc. C'est pour ça qu'il y a encore quelques lieux dans Paris, dont chez Balzac, je vais vous dire un petit mot de Balzac, parce que ce sont des lieux de sociabilité. Oui, et puis c'est-à-dire qu'on y retrouve ce que l'on recherche, à savoir, j'allais dire, un lieu un peu intemporel. On va retrouver certaines images du passé à travers, comment dirais-je, les échos laissés par les personnes qui ont vécu là momentanément, qui s'y sont plus, et on sent, vous savez, je pense que les pierres ont cette faculté de nous renvoyer la mémoire, des ondes, voilà, c'est exactement ça. Et chez Balzac, rue Brancion, il faut savoir que, comment dirais-je, on est dans un établissement qui a démarré en 1953-54, tenu par un boxeur, et cet établissement a vu défiler énormément de gens connus qui à l'époque n'attachaient d'ailleurs aucune importance à cela. Qui étaient moins connus.
Oui, et puis il démarrait, notamment Georges Brassens, qui était tout le temps là, puisqu'il habitait un poste Florimont. Puis après, même en fin de vie, il allait habiter rue Santos-Dumont derrière, toujours à côté du lieu. Et puis, comment dire, des gens qui ont fait, comme Balzac, qui a créé cet établissement, a été champion d'Europe de boxe, donc il fréquentait beaucoup le milieu des sportifs, d'où le nom d'ailleurs, les sportifs réunis. Et ces gens venaient, c'était des gens comme Lino Ventura, qui s'était illustré aussi, qui avait été champion de France, et puis d'autres comme Bourvil, qui ont laissé leur empreinte aussi, parce que Bourvil faisait de la boxe en tant qu'amateur. Donc il venait, comment dirais-je, régulièrement voir son ami Yannick, polonais ça veut dire Jean, et tout ce petit monde se retrouvait autour du zinc où on refaisait le monde. Et quand vous êtes là, vous avez dans cet endroit des tas de photos qui rappellent ces grands moments. On y voit encore, quand il n'est pas trop fatigué, on y voit encore Jean-Paul Belmondo qui vient. Ouais, bien sûr. Et puis beaucoup d'artistes du monde du théâtre, du monde du cinéma, des gens sympathiques qui veulent un peu oublier, qui se retrouvent en toute simplicité. Et c'est un peu la magie de ce lieu. Et Jean-Louis Balzac, le fils donc de Yannick, qui tient le lieu aujourd'hui, sait communiquer toujours ce même entrain, cette même approche qu'avait son père. Et c'est la simplicité, et on y croise des gens qui viennent de tous les milieux socio-professionnels. C'est très fait rire d'ailleurs, parce que j'ai revu ce monsieur il y a très peu de temps. Il m'a dit, j'ai lu ton livre, il y a une erreur. Je lui ai dit, écoute, s'il n'y en a qu'une, c'est formidable. Alors, parce que il dit, oui, comme je parle en même temps de l'histoire, par rapport à un moment donc, qui s'est déroulé chez Balzac, c'est l'époque où François Mitterrand nous a quittés, et où une messe avait été faite dans le Nivernais, dans une chapelle, donc pour commémorer sa mémoire. Et à l'extérieur de la chapelle, Michel Charasse, l'ancien ministre du budget, se tenait donc il était à l'extérieur, il tenait le chien. Bon, alors moi c'est une anecdote qui est assez connue, puisque le chanteur Renaud dans un de ses couplets raconte l'histoire, et puis d'autres journalistes aussi ont évoqué ce moment. Donc j'en parle comme ça en disant que Michel Charasse à l'extérieur tenait ce fameux chien, et la personne qui était en face de moi, il me dit, ça c'est une erreur. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, parce que c'est pas Michel Charasse qui tenait le chien. Je dis, ah bon, je ne savais pas. Il me regarde et me dit, non, c'était moi. Parce que effectivement, il faisait partie des services de sécurité à l'époque, et il était avec l'ancien ministre, et c'est lui qui s'occupait du chien. Pour vous dire qu'on rencontre un peu des personnes qui viennent de tous les milieux, et c'est très drôle parce que ils se dévoilent pas, ni les uns ni les autres, mais par moments, à travers une anecdote comme celle-ci, on voit que bon, il n'y a pas que des artistes qui viennent, mais enfin, ils sont aussi dans leur milieu très connus. Je pense par exemple à Madame Martine Montel, l'ancienne responsable de la crime, qui vient de temps en temps avec son mari, et c'est elle qui a arrêté le fameux Guy Georges, vous savez, ce personnage qui avait assassiné je ne sais pas combien de jeunes filles dans des conditions dramatiques. Eh bien, on a des fois Madame Montel qui est là, qui fait l'honneur donc d'être parmi nous. Donc, ce sont des... Voilà, pour vous donner une idée du fait que il y a une clientèle extrêmement variée. Mais c'est pas uniquement chez Balzac. Dans tous les cafés, c'est la même chose. C'est la magie de ces lieux qui attire régulièrement donc des personnes. Et de temps en temps, on s'y sent bien parce qu'on se retrouve dans une ambiance agréable, en fait. Voilà. Donc, si vous avez une petite question, vous voyez, on peut... Donc on peut aussi remonter, bien sûr, parce que là, j'étais au 18e, au 17e. Un peu avant, on a un tout petit peu moins d'éléments sur le monde des cafés. Grâce, par exemple, à François Villon ou à Rabelais, on a des raisons sociales on a la pomme de pin ou le chasteau festu, etc. Bon, ça c'est Rabelais. Donc on a, grâce à ces grands auteurs, quelques références, quelques points donc qui sont parvenus jusqu'à nous. Et il faut chercher dans les mémoires du temps surtout. Et là on a bon nombre d'anecdotes sur ce monde des cafés qui ont été vraiment sur le pôle d'attraction là pour tous nos grands
nos grands artistes. Mais c'est vrai que j'ai un petit faible pour Montmartre aussi, puisque je travaille sur un livre actuellement qui reprend l'histoire de ces cabarets. Et ce sont des lieux, en fait, quand on voit, même c'est tout petit, il n'y a rien, Montmartre c'est deux fois rien. Et quand on imagine que tous les plus grands peintres contemporains se retrouvaient, j'ai mon ami Patrick Fracheboul là, qui tient la Bonne Franquette, chez lui il y avait Renoir, il y avait c'est là donc où Van Gogh a peint la Guinguette, tous les grands artistes étaient là, passaient à Montmartre. Et le bateau Lavoir où il y avait Picasso et combien d'autres. Bon, ils étaient tous là où ils sont passés par Montmartre un certain laps de temps avant d'aller ailleurs, surtout à Montparnasse où ils se retrouvaient à la terrasse, surtout à la Coupole ou au Dôme, avec des artistes étonnants. Et chaque café même avait une particularité, c'est qu'il y avait les Italiens qui allaient plutôt à côté du Dôme, hein, dans un petit établissement, là, le Select aujourd'hui. Donc on voyait tous ces artistes qui se retrouvaient là. Et Dieu merci, tous les gens qui ont créé ces établissements, je pense à Lafont, en vous disant ça, qui a créé la Coupole, connaissaient toute leur clientèle. Qu'il fallait faire attention pour éviter les tensions entre les gens. Donc, il y avait une célébrité qui arrivait au bras de sa maîtresse et que la femme était déjà là, légitime, était là depuis une demi-heure. Ils s'arrangeaient pour que ces gens ne se croisent pas, voilà, parce que ça risquait de dégénérer parfois. Donc, aujourd'hui, ce sont des groupes qui ont repris ces grandes brasseries. Ouais. Donc il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus d'âme, voilà. C'est clair. Ouais. Autrefois à Paris, il y avait des bistrots très typiques, tenus par les Auvergnats, par des gens de province. Oui. Dans le 15e arrondissement, il y avait beaucoup de bistrots tenus par des Russes. Oui. Tout ça, ça a disparu. Puis à Montparnasse, c'était des Bretons aussi. Les Bretons, bien sûr. Voilà. Mais là, je crois que maintenant, c'est plutôt les Indochinois. Oui, c'est vrai. Oui. Et des fois des Kabyles. Surtout les Auvergnats et surtout les Aveyronais, notamment. Bien sûr. Les Aveyronais sont eux qui ont... Aveyron, Corrèze, quand même. Notamment, vous avez un personnage type qui s'est illustré donc au XXe siècle. Il s'appelait Marcelin Cazes. Marcelin Cazes vient de son Aveyron natal. Il n'a pas un sou vaillant, il arrive à Paris, il n'a même pas de quoi s'acheter une paire de chaussures. Un gamin de 16-18 ans. Il commence par des petits boulots, c'est-à-dire qu'il va voir des amis de la famille et tout qui ont déjà des petits cafés à Paris. Et il repère quelque chose quand même, parce qu'il est très intelligent, Marcel Cazes. Alors, il repère que les gens n'ont pas de salle de bain chez eux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer des bains à domicile le matin. C'est-à-dire qu'il portait sur son dos des containers d'eau chaude, et puis ensuite, il montait une baignoire sabot. Et puis, une fois que la personne avait pris son bain, il redescendait la baignoire et les eaux usées. Et il faisait ça 4-5 fois dans la journée. Et puis, s'il avait encore un peu de temps et un peu de force, il terminait encore à faire le garçon de café jusqu'à la fin de soirée. Et donc, il a mis beaucoup d'argent de côté. Et au bout de quelques temps, il apprend qu'une brasserie à Saint-Germain-des-Prés est en cessation, etc. Tout du moins, la personne voulait s'en aller. Et c'était un Alsacien, ça s'appelait d'ailleurs à l'époque la brasserie des bords du Rhin, et c'est un monsieur Lippe qui tenait ça. Et Marcelin Cazes va voir monsieur Lippe et lui dit, et ils se mettent d'accord finalement. Ils se mettent d'accord, et après un travail acharné, donc Cazes, qui a d'abord l'intelligence de donner à la brasserie le nom Lippe, de manière qu'il n'y ait pas de coupure. On allait toujours chez Lippe, quelque part. C'était plus la brasserie des bords du Rhin, mais on continuait d'aller chez Lippe. Et cet homme qui savait ni lire ni écrire, sûrement très bien compter, j'en dis qu'on vient pas, ni lire ni écrire, eh bien, a créé un prix littéraire, le prix de la brasserie Lippe, que tout le monde s'arrachait. Les Sartre, Beauvoir, Vian et compagnie, tout le monde voulait avoir le prix Lippe, hein. Et une anecdote, on est en 44, alors la libération de Paris, vous avez les jeeps, les Américains qui remontent au boulevard Saint-Germain, et une jeep s'arrête à la hauteur de Lippe,
Et Marcelin Caz était devant avec, bien sûr, c'était l'attraction du moment, quoi. Donc il voit, et puis il voit, il y a un Américain qui sort de la Jeep, c'est Hemingway. Donc il était en tenue, comment dirais-je, de l'armée américaine. Et il lui dit, Mr. Caz, on a soif. Et alors, il a été leur chercher une grande bouteille, comment dirais-je, non pas de whisky, mais de cognac. Il a offert une bouteille de cognac. Et les gars, en 2-3 minutes, ils ont liquidé la bouteille de cognac dans la Jeep. Et parce qu'il s'avère que Hemingway était un client de Lip bien avant. Et quand vous allez chez Lip aujourd'hui, il y a encore sa table en bas, la table d'Hemingway, la table. Et ils ont tous marqué leur empreinte. Bien sûr. Et ils savaient Caz, immédiatement quand quelqu'un rentrait chez lui, il comprenait plus exactement l'importance du personnage. C'est-à-dire, si c'était un politique, il le mettait avec les politiques. Si c'est quelqu'un qui avait envie de monter une affaire, que sais-je, de parler de quelque chose de particulier, il est au premier étage, etc. Et oui, il arrivait comme ça à cloisonner un peu ces gens, de manière à éviter qu'ils soient mélangés. Et les plus grands, d'ailleurs, politiciens au XXe siècle ont fréquenté Lip. De tous les bords, d'ailleurs. De tous les bords. D'ailleurs, on disait que les gouvernements se faisaient chez Lip et se défaisaient à la coupole. D'où l'importance des cafés. Eh ben, on arrive Au terme. Eh ben, c'était très agréable d'évoquer comme ça cette grande aventure en quelques mots, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Sur ces lieux typiques de Paris, dont la mémoire risque de Disparaître un peu. De disparaître et de cette âme qui faisait Paris, qui disparaît petit à petit. Là, on est en train de revivre avec, mais ça c'est malheureusement politique aussi, on est en train de revivre actuellement à Paris ce qui s'est passé à l'époque d'Haussmann. C'est à l'époque d'Haussmann, avec les grands travaux, Ouais. le cœur de Paris a disparu d'un seul coup. Oui. C'est-à-dire que les artisans et autres, et les cafés, les petits cafés, etc., tout ça, ça a disparu. Les gens ne pouvaient plus rester, parce que ça, le mètre carré a complètement explosé Bien aussi sûr. à l'époque. Donc ils ont été vivre à Montmartre, à Ménilmontant, à Belleville, dans tous les villages avoisinants. Et aujourd'hui, il y a une même politique actuellement qui consiste à vouloir faire le Grand Paris. Donc on veut faire ce Grand Paris. Et puis ce que fait la mairie notamment et autres, qui consiste à couper réellement Paris des gens qui desservent avec leur voiture. Moi, je pense qu'il y a aussi Ça peut être catastrophique. le phénomène aussi, je parle en connaissance de cause, c'est-à-dire que les gens des provinces qui montaient à Paris montaient avec le bon sens paysan. Or, il n'y en a plus. Il n'y a plus de paysans en France, il n'y a plus de bon sens. Hein, donc, c'est clair. Et donc, cette âme qu'il ramenait et qui faisait Paris, est en train de disparaître complètement. complètement, parce que c'est d'autres communautés, c'est plus le bon sens des provinces françaises qui montaient à Paris, quoi. Voilà, on veut transformer notre capitale, je crois, en espèce de grande ville-musée. Mais Oui, je pense, un et peu ça comme va Venise, être une voilà, capitale comme il en existe ailleurs, c'est-à-dire oui, je pense à Venise, sans âme. on va dire, ah bah tiens, on va visiter Paris. Bon, Voilà. Je ne sais pas si vous avez connu Nourriga, oui, le père tranquille. le père tranquille, ou la mer agitée. Bon, c'est des lieux qui étaient typiques. Ouais. Mais il est fort à parier. Bon, le pauvre Nourriga est mort, mais que des lieux comme ça n'existeront plus dans quelques années. Non, parce que ça tournait autour de la personnalité du créateur, ni plus ni moins. Comme la mer agitée, Dieu merci, Bien est sûr. toujours avec nous quand même. Fort Écoutez, sympathique d'ailleurs au Je demeurant. vous dis à très bientôt Merci beaucoup, pour frère. continuer l'évocation de ces De ce Paris Merci. pittoresques.